Cette prochaine table ronde a pour thème « Imaginons demain, quelle piste pour l'approvisionnement pour demain ?» Justement, ça va tout à fait dans la lignée des autres tables rondes qui ont eu également beaucoup de succès, qui ont été très, très intéressantes. Alors tout de suite, je vous présente les différents intervenants. Je vais commencer par ma gauche. Cécile Crozat, directrice de la Chambre d'agriculture du Rhône, accompagnée de son président, donc Gérard Bazin. Carole Chazoul, enseignante-chercheur à l'ISARA. Jérémy Camus, vice-président en charge de l'agriculture, de l'alimentation et de la résilience du territoire. Ensuite, Denis Chardon et Gérard Toucheboeuf, président de l'association Récolter. Merci à vous d'être présents. Et je laisse la parole à Carole Chazoul. Oui, donc dans cette conférence, on va parler de l'alimentation dans les villes. C'est un enjeu essentiel, vraiment aujourd'hui au cœur des préoccupations de l'ensemble des politiques des villes. C'est un enjeu qui est multifactoriel, on va voir, qui recoupe à la fois les questions de production, les questions de ressources, les questions de consommation, les questions d'accessibilité, les questions de logistique. Donc on a plein de questions dans cette table ronde. Moi, je ne vais pas parler énormément. Mais par contre, c'est vrai qu'on voit que ces questions, elles ne sont pas simples. Vous allez le voir, le comprendre. Ça demande beaucoup de dialogue à l'intérieur de l'espace des villes, des métropoles, entre différents acteurs, différentes structures finalement qui jusqu'à présent avaient peu l'habitude de parler ensemble et de communiquer. Et c'est pour ça qu'on est très heureux d'avoir toute cette diversité sur cette table ronde. Et je vais commencer par passer la parole à Monsieur Camus, qui va nous expliciter finalement comment la métropole de Lyon aujourd'hui s'est saisie de cette question alimentaire et ce qu'elle veut en faire pour l'avenir. Merci beaucoup. C'est effectivement un sujet ultra complexe et super transversal. J'ai essayé de vous donner quelques chiffres qui vont vous donner un contexte et vous expliquer comment on essaye d'avancer sur ce sujet. Déjà, un premier chiffre que certains ont déjà entendu ce matin et peut-être ailleurs, c'est le chiffre de 4,6% d'autonomie alimentaire sur la métropole de Lyon. Donc c'est une autonomie alimentaire très faible. Pour le dire autrement, 95% de ce qui est consommé dans nos assiettes à l'intérieur de cette métropole provient d'un espace plus loin que 50 km autour de la métropole. Et là, je vous rappelle à des images qu'on avait il y a encore quelques mois de difficultés d'approvisionnement d'une métropole quand il y a des ruptures d'approvisionnement. Donc, dès qu'il y a une rupture d'approvisionnement, les 1 400 000 ventres à nourrir sur la métropole se trouvent en tension. Et quand on sait que 9 repas séparent l'humanité du chaos, je vous laisse imaginer si la crise était plus grave, plus stressante, on peut arriver à des phénomènes qui dépassent l'enjeu purement alimentaire et qui va sur le champ de la sécurité même des habitants au sein de la métropole. Donc ça, il y a un enjeu régalien même autour de la sécurité alimentaire. D'ailleurs, une délégation a été même créée spécifiquement sur la ville de Lyon autour de cette notion de sécurité alimentaire et en particulier sur les problématiques d'approvisionnement. Un autre phénomène, c'est que 95% de ce qui est produit globalement sur la métropole part en dehors du bassin nourricier, donc part dans d'autres territoires pour nourrir aussi, chacun doit manger. Et donc il y a une grosse part de l'alimentation qui pourrait être orientée plus sur un caractère nourricier pour les habitantes et les habitants. Donc c'est un autre aussi travail de réorienter une agriculture. On parle de circuits courts, circuits de proximité. Voilà. Si ça ne va pas aussi vite, c'est que ce n'est pas si simple, et merci de l'avoir annoncé. Il y a un certain nombre de freins aujourd'hui pour aller vers ces méthodes de production et de distribution. L'une d'entre elles, c'est la logistique, c'est qu'elle n'est pas encore aujourd'hui adaptée à ce genre de démarche de circuit court. Aujourd'hui, la plupart des producteurs, et je laisserai la Chambre et les acteurs expliquer, par exemple sur Récolter, qui n'ont pas attendu non plus pour commencer à avancer sur ces enjeux-là, c'est qu'à un moment donné, il a fallu s'organiser pour faire un métier de logisticien, de livreur, et d'aller répondre à cette demande à l'intérieur de la ville et à l'intérieur d'une grande métropole.
Et donc l'intérêt aujourd'hui, c'est de voir comment tous ceux qui n'ont pas les capacités de se mettre en mouvement de façon collective ou qui n'ont pas les moyens financiers de le faire, de les accompagner pour arriver à faire leur métier qui est de produire et de laisser la partie logistique, livraison, distribution à d'autres acteurs qui doivent leur amener une proposition de service qui soit suffisamment économique pour que les producteurs, les paysans vivent de leur activité. Je voulais dire quoi d'autre Non, c'est que la notion de périmètre. Je voulais réagir par rapport au périmètre. Le périmètre, en fait, s'imagine pas à l'échelle administrative. En fait, la question de l'alimentation dépasse largement le périmètre administratif. Donc, ça veut dire qu'il y a une autre posture, et c'est vraiment peut-être là où il y a déjà une innovation. C'est comment on coopère avec des territoires voisins, qui jusqu'à présent voyaient la métropole comme l'ogre. Qui dévore, qui s'étend, qui impose son développement aux territoires voisins. Et donc là, il y a un nouveau paradigme à écrire, qui est de dire comment la métropole devient coopérative avec les territoires voisins et qu'il y ait des rapports gagnant-gagnant. C'est-à-dire que faire profiter aussi aux territoires voisins du développement économique de cette métropole, de ses ventres à nourrir, et pas être simplement dans une attitude prédatrice vis-à-vis des territoires qui sont... Je fais exprès d'utiliser les mots durs, mais en fait, ces mots durs, ils sont vraiment dans l'imaginaire collectif de beaucoup de territoires qui entourent la métropole. Et c'est la posture qu'on essaye d'adopter aujourd'hui. Elle tranche vraiment par rapport à cette volonté de développement. Et ça vient donc interroger un paradigme qui est ce fameux attractivité du territoire. Attractivité par l'hypercentralisation, les tours, ce que vous avez vu comme développement ces dernières années. Et réinterroger le paradigme, c'est se dire, c'est quoi l'attractivité de demain ? Et pour moi, et pour l'exécutif aujourd'hui de métropole, l'attractivité de demain, c'est pas sa capacité à se développer économiquement, pas que, c'est surtout sa capacité à proposer à ses habitants une métropole résiliente, c'est-à-dire une métropole dans laquelle je me sens en sécurité, quoi qu'il arrive, j'arriverai à me nourrir, j'arriverai à respirer, j'arriverai à boire correctement, et j'arriverai à tisser du lien social, et c'est ça le nouveau paradigme qu'on essaye d'écrire à travers nos politiques publiques. Donc voilà, ça dépasse un peu l'enjeu alimentaire, mais en quelque sorte, comme j'ai dit tout à l'heure, tout est lié, quoi. Oui, on est d'accord. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement systémique. Vous avez parlé de résilience. La résilience des territoires, elle passe par l'alimentation, mais évidemment par tout un tas d'autres choses. Et elle passe aussi par l'agriculture, donc, et les transitions agricoles. Donc peut-être je vais vous laisser la main pour expliciter comment vous voyez les choses au niveau de la chose. Bonjour à tous. Alors c'est vrai que vous avez dit au début que c'était une ère où il fallait qu'on se parle. On se parle déjà depuis un petit moment. Je crois que ce challenge sur la relocalisation de la consommation, ça doit être un plus pour tout le monde. Et il faut que chacun y trouve aussi son intérêt. Et il y a eu depuis ce matin des témoignages qui font valoir quand même des fois la difficulté de persister dans ce métier, que c'est complexe, et notamment dans un périurbain. Mais c'est aussi un champ d'opportunité qui est important. Et en tant que président de Chambre d'agriculture, je suis bien conscient que c'est un département un peu particulier, très périurbain. Et le challenge qui est devant nous, c'est comment on peut transformer l'essai, c'est-à-dire de saisir cette opportunité de relocalisation en orientant aujourd'hui des filières qui sont un peu en souffrance ou des systèmes qui sont un peu en souffrance, notamment sur des circuits longs. Comment on peut en faire un levier aussi pour proposer des installations qui vont dans le sens effectivement d'alimenter ces circuits, ces nouveaux circuits. C'est complexe parce qu'il faut organiser quand même des filières à minimum, mais on est, nous, très, très impatients effectivement à réussir ce pari. Tout à l'heure, il était parlé du potentiel existant, 95% qui vient de l'extérieur. On n'est pas prêt à le remplir à 100%, même avec les départements voisins avec qui on travaille, notamment le département de l'Ain, les Savoie et de l'Isère. Je crois qu'on a encore beaucoup de travail devant nous, mais c'est aussi des opportunités. Donc on est prêt à relever le challenge, mais on est impatient effectivement de transformer cet essai, tout en sachant quand même que depuis 20 ans, on a à peu près, pas installé, mais participé à l'installation d'une vingtaine de magasins de producteurs autour de Lyon. Que des systèmes, comme il sera parlé après, fonctionnent aussi de rassemblement de producteurs pour optimiser la commercialisation, et que tout le tissu des vendeurs directs aujourd'hui n'a pas forcément de problème pour
pour écouler sa production. Donc c'est bien effectivement un nouveau mode d'organisation pour répondre à cet enjeu qu'a énoncé M. Camus. Et effectivement, on va travailler là-dessus. Il y a des verrous à lever, il y en a de leur côté, mais il y en a aussi d'une autre. En tout cas, c'est un travail de prospective qui est intéressant et on pense bien s'y attacher. Avec juste un point, puis je serai ma directrice, juste un point quand même, c'est je serai toujours vigilant à ce que ce système-là, qui est plutôt vertueux, il ne se fasse pas au détriment de la valeur payée au producteur. Il faut aussi que le producteur, dans cette construction-là, il retrouve aussi un avantage bénéfique, on va dire, parce que la passion est une chose, on ne stallera pas des gens si effectivement ils ne gagnent pas leur vie. Peut-être juste pour compléter, et je crois qu'effectivement, on travaille depuis des années, on voit bien l'évolution des profils d'installation. 70 installations aidées sur le département du Rhône. Quand je dis Rhône, c'est Rhône et Métropole. Installations aidées de jeunes agriculteurs. On a 60% de personnes qui s'installent en vente directe. Donc, je veux dire, ce lien-là, les projets agricoles, ils sont très en lien sur la partie alimentaire, il n'y a pas de souci. La question, c'est qu'effectivement, la vente directe sur les marchés, via des paniers, en livraison, en caissette, en tout ce que vous voulez, n'est pas suffisant pour parler d'approvisionnement des villes. Parce que l'approvisionnement, la nourriture se passe sur avec plein d'autres acteurs. Je pense en particulier, vous les avez cités, les logisticiens, mais aussi les industriels, les personnes qui transforment, les personnes qui conditionnent, les personnes qui font en sorte que la partie agricole, elle devienne alimentaire, disponible. C'est là où effectivement la difficulté se passe. Et c'est vrai que pour nous, côté le monde agricole, cette notion d'organisation qui permette à chaque maillon de bien vivre économiquement, mais aussi durablement de ces métiers-là, c'est effectivement le plus complexe. Et je crois que c'est peut-être intéressant de donner la parole à l'expérience de Denis Chardon et sur Récolter, parce que bon, c'est une expérience qui a déjà quelques années et qui montre que ces questions-là, elles ne sont pas qu'aujourd'hui, en 2021, elles se sont déjà posées précédemment. Bonsoir à tous. Donc, qu'est-ce que c'est Récolter? Récolter, c'est une plateforme. On regroupe à peu près 27 producteurs actifs. Voilà, et on distribue nos produits dans la restauration collective essentiellement et dans les restaurants. Voilà. Donc voilà, après... Vous êtes combien de producteurs dans la plateforme? On est 17 producteurs. 17 producteurs. Et quelle diversité? En diversité, on fait fruits, légumes, laitage, il y a lentilles, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du produit sous vide, produit transformé. Voilà, donc on a une petite légumerie qui tourne. Voilà. Et le produit sous vide, c'est venu après? Le produit sous vide, c'est venu en fonction de la demande. Voilà. On s'est aperçu qu'on répondait à des appels d'offres dans les restaurations collectives qui demandaient beaucoup de produits transformés. Donc on a dit pourquoi pas et on s'est lancé là-dedans. Et ça marche de plus en plus. Voilà. Oui, et vous avez du bio et du non bio. On a du bio, on a une partie en bio, on a une partie en HVE. Voilà, maintenant tous les producteurs vont essayer de se mettre en HVE. Peut-être vous pouvez expliquer HVE. Voilà, HVE, c'est des critères, c'est un critère à rentrer, c'est en haute valeur environnementale. Donc l'exploitation est passée au crible, on va dire ça comme ça, pour respecter des critères. Et si on rentre dans ces critères, donc on a le certificat. Quoi, voilà. Donc nous, on l'a passé cette année et voilà, on a la HVE 3. Peut-être que vous pouvez expliquer en termes d'organisation. Quand on dit plateforme, ça veut dire quoi une plateforme? Une plateforme, donc on centralise les produits de tous les agriculteurs. Donc on a 4 personnes. Les produits sont centralisés physiquement. Physiquement, voilà. On a 4 personnes qui travaillent. On a 3 chauffeurs pour l'instant et une directrice qui organise tout ça. Et après, on les dispatche pour nos clients. Et voilà, on fait à peu près 100 clients semaine. Voilà. Et ça est en plein développement, quoi. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes, je crois, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez une idée du nombre? Je crois qu'on est autour d'une dizaine. Oui, une dizaine. Après, voilà, on essaye
aussi de travailler un petit peu des fois entre plateformes. Voilà, on travaille un petit peu avec Verger Lyonnais aussi. Voilà. Vous dites que c'est en plein développement. Ça veut dire que vous avez beaucoup de demandes de collectivités, de restaurateurs. Voilà, on a de plus en plus de demandes de tout ça. Après les problématiques qu'on a quand même, c'est de bien calquer la production vis-à-vis de la vente, parce qu'il y a des producteurs qui sont un peu déçus des moments de notre système, parce que c'est mieux, le producteur produit, hein, c'est le cas de le dire, et beaucoup après, mais il faut vraiment faire attention à produire au moment T. Et ce qu'il faut travailler le plus quand même, c'est l'anticipation des commandes, quoi. Donc plus on sait à l'avance les commandes, plus on peut préparer, plus on peut produire. Parce que voilà, il y a des producteurs qui produisent essentiellement pour récolter, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu la difficulté qu'on a. C'est une problématique de planification, en fait. Effectivement, à partir du moment où il y a la commande, il faut remonter pour être sûr de pouvoir produire au moment de la commande. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment anticiper nos clients. Il faut qu'ils anticipent vraiment leur planning de commandes ou de repas, tout ça, pour vraiment qu'on sache exactement ce qu'il faut produire. Voilà, donc on répond à des appels d'offres, on a des fois des contrats qu'on sait déjà un petit peu les volumes qu'on va passer, mais bon, là c'est quand même un peu compliqué à tout gérer ça, mais bon, ça se fait, quoi, mais voilà. Mais pour les agriculteurs, c'est des nouveaux métiers. Tout à fait. Voilà. Après, c'est des nouveaux métiers. Il faut savoir produire, mais il faut savoir vendre son produit, avoir du produit de qualité, avoir du produit frais, et puis voilà, quoi. Et oui, Et justement, dans ces nouveaux métiers, ce matin, on parlait du plaisir que peut avoir l'agriculteur, par exemple, à rencontrer le consommateur. Vous le rencontrez? Voilà. Moi, je ne produirais pas sans voir les consommateurs. Donc souvent, je les ai au bout du téléphone, encore hier, voilà, une nouvelle cantine, on a discuté, ils étaient enchantés de nos produits, par exemple, voilà. Mais c'est très, très, très important, puis c'est valorisant pour nous, parce que voilà. Et il y a une chose qui est très importante que j'ai oublié de dire aussi. C'est vrai, je suis désolé, c'est la première fois que je fais une conférence, donc je ne suis pas très à l'aise. C'est que c'est le producteur qui fixe son prix à récolter. Ce n'est pas récolter qui dit on vous achète tant, c'est le producteur qui dit mon coût de revient il est de tant, etc. Et je vends mon produit de tant. Et nous, la plateforme prend juste ce qu'il faut pour pouvoir tourner, pour payer nos salariés, pour payer nos investissements, parce qu'il faut investir, bien sûr, c'est une entreprise. Même. Donc c'est vraiment un outil de travail pour l'agriculteur. Hein. C'est pas but, c'est pas pour faire de récolter, il n'est pas là pour faire de l'argent, il est là pour voilà. Mais bon, il faut quand même, voilà, c'est très 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 important. Après, bien entendu, les agriculteurs sont pas non plus, on n'est pas non plus des débiles, on va pas vendre des prix qui sont, mais voilà, parce que chaque exploitation a son prix de revient. D'une exploitation à une autre, c'est pas tout à fait les mêmes prix, donc voilà, c'est. Mais bon, après, si personne, si on lance pas, comment dirais-je, si on se fait pas confiance mutuellement avec le consommateur, au bout d'un moment, ça peut pas avancer. Je prends mon exemple à moi concret. J'ai commencé à vendre, par exemple, de la carotte à un tel prix qui était pour moi pas très rentable, on va dire. Mais bon, j'ai fait ça parce que je savais que j'allais développer du volume. Donc après, on s'est mécanisé, tout ça. Et maintenant, on a un prix de carotte qui est rentable pour nous, tout en étant très correct pour les clients, quoi. Voilà. Par exemple, c'est un exemple parmi d'autres. Mais s'il n'y a pas cette confiance entre le consommateur et le producteur, on n'avancera jamais, quoi. Voilà, ça, c'est très important à dire parce que voilà, après un prix, tout est cher. Après, on a fait des études aussi. Maintenant, je peux parler maintenant. On a fait des études aussi, par exemple, sur le produit en lui-même, parce que vous faites on travaille vraiment en culture bio et raisonnée, donc HVE, tout ça. Et c'est vrai que c'est des produits quand même. Vous faites cuire par exemple une courge. Le rendement que vous avez est vachement plus important que des moments que des courges qui sont remplies d'eau, par exemple. C'est important de dire. Il faut regarder le coût du repas dans l'assiette une fois fabriqué et pas le coût du produit quand vous l'achetez. Très important. Peut-être qu'on peut redonner quelques chiffres. Combien de producteurs? On est 17. Et combien 27, de repas? Pardon, 27. Et combien de repas, vous savez à peu près? De repas, on fait combien de repas? Disons 1 million d'euros de chiffre d'affaires, hors taxe. Voilà. Donc ça fait à peu près 250 clients.
Et là, en 2 ans, 9000 commandes. Donc, les commandes sont payées à l'avance ou c'est... Non. Les commandes... je prends la parole, c'est plus technique. Non, ce qui est important aussi, c'est qu'en travaillant avec des collectivités, les producteurs sont sûrs d'être payés. Et comme il y a un intermédiaire, on paye le producteur qui a le plus besoin de trésorerie. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité sur la trésorerie. Et dans le système, quand on intègre un jeune producteur, on peut l'aider, y compris vis-à-vis du prix, pour que, comme l'a dit Denis, c'est le début qui compte. Et ensuite, il y a l'augmentation de la rentabilité dans l'entreprise augmentant. Le prix est stable et le producteur, c'est le début qui est difficile. Et donc, quand il y a un système mutualisé comme ça, eh bien, ce sont les gros qui aident les petits. Mais dans ce cas-là, ce sont les plus gros producteurs qui aident les petits producteurs. Ce sont les anciens producteurs qui aident les producteurs débutants. Et au bout du compte, on arrive à avoir quelque chose de moyen et de lissé. Et les prix sont fixés par saison. C'est-à-dire que c'est des choix, là. C'est des choix techniques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de besoin de perte de temps dans les catalogues et tout ça. Le prix, il est annoncé à l'avance. Les collectivités peuvent faire leur budget. On est sur des simplifications extrêmes à tout point de vue. Voilà. Le récolté, c'est un système de simplification. Les camions sont calculés au centimètre près pour que ce soit empilé, pour que ça ne tombe pas dans les camions. Les tournées sont calculées très très près, les calculs de consommation. Tout est tiré et ça se joue à 2% près. Ouais, 1% sur 1 million de chiffre d'affaires, c'est 10 000 €, ça se joue là-dessus, quoi, comme toutes les entreprises. Et chez les producteurs, c'est là qu'on se rend compte qu'on peut donner 200 ou 500 € de plus à un producteur si on fait très attention à tout. Voilà. Donc, je le dis, moi, le système, il a transformé, Denis ne l'a pas dit, le producteur, il a acquis une compétence parce que c'est lui qui prépare la commande. Et tout ceci est possible, je reviens à ce qui était dit tout à l'heure, parce que tous les producteurs qui ont récolté utilisent Internet. C'est-à-dire qu'on utilise la rapidité d'Internet. Les commandes sont à J-2, à 10 heures. À midi, les producteurs ont leur commande. Ils peuvent préparer la commande l'après-midi et livrer le lendemain matin. Et ensuite, ça repart le lendemain matin. Donc, produit hyper frais. Donc, à la fois, c'est une alliance de modernité, alliance de producteurs qui change son métier. Il devient préparateur de commande. Et il y a l'étiquette qui lui est envoyée par Internet. Tout est fait très précisément. Et donc, le consommateur sait d'où ça vient, qui est fait. Toute la traçabilité est en place. Voilà. Et donc, c'est par des micro-améliorations mises au service des producteurs, mais avec les producteurs, parce que ce sont les producteurs qui disent, enfin, moi je suis un bénévole d'une association qui n'a plus rien à voir avec la société, parce que ça c'est important à dire, mais je suis un militant associatif, et Denis c'est un chef d'entreprise, c'est pas pareil. Mais dans les réflexions qu'on a entre amis, voilà, on fait ça comme ça. Est-ce que c'est clair là-dessus ? Je dis simplement que tout vient de la confiance entre celui qui commande, qui fait la commande, et le producteur. Et cette médiation, c'est une médiation entre les deux de confiance. S'il n'y a pas confiance, ça ne marche pas. Et comment on la crée, cette confiance, alors ? Parce que c'est pas par la qualité habituel du produit, par la qualité par du la service. qualité, le service, très important. Nos clients sont très satisfaits quand même de notre service. On a un logiciel, on programme toutes les tournées et à une demi-heure près, ils savent l'heure qu'ils sont livrés. Donc voilà, on organise ça. S'il y a un client qui dit, écoutez, moi, il faut que je sois livré de bonne heure parce que j'en ai besoin tout de suite, on essaye d'organiser ça de façon à avoir le moins de perte de temps possible, mais que le client soit très satisfait sur le service et sur la qualité du produit. C'est très important. Et quand vous avez ces deux choses, le prix vient après, pour moi. Voilà. En fait, c'est un outil de mutualisation qui permet une augmentation des volumes qui sont du coup livrés de façon mutualisée dans la ville, dans différents restaurants. Et pour la commande publique, au lieu d'avoir affaire à 20 personnes, 30 personnes,
finalement, c'est une seule plateforme. Voilà, une seule personne. Et en Quel... plus, le gros avantage, c'est qu'un producteur type comme moi ne pourrait pas atteindre ces marchés. C'est pas possible. Il y a quand même un travail de secrétariat, tout ça à faire qui est très important. Et nous, on n'est pas capable. Donc, on a une personne qui s'occupe de ça, répondre aux appels d'offres, etc., etc. Et si on ne mutualise pas ça, on n'a jamais ces marchés. C'est pas possible. Monsieur Je voulais réagir par rapport à la place de la collectivité et en particulier, justement, ce type de démarche. Moi, j'ai eu la chance d'aller voir récolter, malgré que ce soit en dehors de la métropole. J'avais mon passeport, c'était bon. Et on a eu la chance de visiter, de voir. C'était très inspirant, en fait, parce que, justement, il répondait à une contrainte de la collectivité qui ne peut pas traiter, aller voir chaque producteur pour ses approvisionnements. Ces volumes sont tels, c'est 25 000 repas à produire, ne serait-ce que sur la métropole, et chaque collège, c'est des centaines de repas tous les jours, nécessite de simplifier la démarche aussi aux agents qui bossent dans les cantines pour s'approvisionner. Et souvent, le côté simple, c'est de faire appel à des circuits longs, des circuits déjà très organisés, et les producteurs, eux, ne peuvent pas arriver et être concurrentiels vis-à-vis de ces propositions. Et l'offre de service, effectivement, essentielle, mais c'est pas que ça. Je pense que la proximité que vous avez évoquée au tout début, elle joue dans la capacité à aller à la rencontre de ces acteurs. Et moi, je voulais juste réagir, ça interroge aussi sur notre façon d'appréhender l'alimentation en étant dans un circuit de proximité. On parlait tout à l'heure, l'agriculture, c'est le temps long. On ne peut pas exiger tout de suite, maintenant. Il faut faire comprendre aux gens que tout ça se planifie, que l'agriculture, ce n'est pas du jour au lendemain. Il y a la saisonnalité et puis il y a le prix, la juste rémunération. Quand on va acheter ces produits sans avoir le contact avec le producteur, on ne sait pas la vie du producteur derrière, on n'a pas l'échange avec le producteur, ses difficultés, ses contraintes, les efforts qu'il fait pour arriver à avoir un prix qui soit acceptable par le grand public. Et ça amène potentiellement à se réinterroger sur la notion du prix, sur la notion de quand je peux acheter certains fruits et légumes. Donc voilà, il y a un côté très vertueux, au-delà de la logistique et de l'approvisionnement, de revenir sur des circuits de proximité. Voilà. Oui, et de justement aussi aider à ces circuits de proximité à gagner en fluidité par rapport à l'augmentation et au changement d'échelle. Oui, on en revient, c'est la part de nous. Nous, on est des élus, mais c'est vous tous qui êtes dans la collectivité. Notre part à tous, solidaire vis-à-vis du monde agricole, pour arriver à aider, appuyer ce type de circuit de proximité. Donc ça implique d'appuyer en termes d'investissement, d'appuyer en termes d'organisation, d'aider des plateformes comme Récolter à essaimer, même si on a pas mal qui se développent et qui se développent de plus en plus, en particulier sur la restauration collective. Donc voilà, ça c'est le rôle d'une collectivité d'appuyer ce secteur-là. Oui. Bon, Gérard Bazin, oui. Est-ce que vous... Moi, je dis... une plateforme comme Récolter, dans votre secteur, c'est un exemple unique ou il y en a d'autres? Et est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience aujourd'hui de tous les agriculteurs pour mieux approvisionner les villes? L'agriculture, elle est multiple et complexe et on n'amènera pas tous les producteurs à rentrer dans ce champ-là. Il y a des gens qui sont des producteurs dans l'âme et qui ne jurent que par des circuits de distribution ou des circuits longs. La question, c'est effectivement, au vu de ce qui se passe dans la société, notre capacité à être compétitif sur certaines filières dans des zones de montagne comme les nôtres, c'est de profiter, comme je l'ai dit tout à l'heure, des opportunités qu'offrent effectivement ces démarches, à leur proposer effectivement d'autres systèmes là. Mais on ne choisira pas à leur place. En tout cas, je reviens sur le chiffre de tout à l'heure qu'a dit Jérémy sur 95%, ça me paraît énorme. Même avec un système qui existe, et il y a d'autres plateformes qui existent, bien entendu, vous voyez le travail quand même qui est devant nous. La collectivité, je pense qu'elle fait son travail, elle a quelques outils pour favoriser effectivement cette relocalisation, mais c'est l'ensemble de la population de la métropole qui doit être aussi concernée par cette notion de relocalisation. Et ça nous ouvre effectivement des perspectives, nous, d'être aussi moteurs à proposer des solutions dans ce sens-là. Mais on ne va pas, on va surtout pas être dans le sens de décrier qu'il y a des mauvais agriculteurs ou des bons agriculteurs. Il y a effectivement plein de modèles. À nous de leur proposer effectivement des choses qui sont plus résilientes effectivement en la matière et qui correspondent à ce que les gens ont envie. Mais voilà. Et puis je voudrais juste dire une dernière chose. Je pense que avant d'imaginer des outils nouveaux ou tout ça, et je pense que le vice-président fait le travail et j'essaie de le faire avec lui, c'est déjà de voir les outils qui existent
sur les territoires voisins, comment ils sont aussi capables de s'adapter à cette nouvelle donne et ne créons pas ou n'inventons pas des choses tant qu'on n'est pas sûr que les outils existants sont capables aussi d'évoluer en la matière. Oui, on est sur une complémentarité de systèmes, finalement, qui peuvent fonctionner. Des circuits très courts, des circuits plus longs, des circuits qui sont au milieu, entre les deux, finalement, qui sont un peu de l'un et de l'autre modèle qui émergent aujourd'hui. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce que ça participe à cette transition agricole, alimentaire. Ça participe à aller vers une agriculture aussi qui préserve plus les ressources. Cette diversification, finalement, des modèles de distribution. Alors, juste rajouter, depuis le début de la journée, on parle beaucoup de produits de qualité, mais j'aimerais aussi que vous ayez le sentiment que les agriculteurs sont au même niveau que la société. C'est-à-dire que ces phénomènes-là, ils sont ni plus ni moins citoyens sur ces questions-là. Et je crois que les premières victimes peut-être d'une certaine agriculture, c'est la beauté des agriculteurs. Donc le navire, il tourne doucement, mais il tourne quand même sur le fait que nos pratiques correspondent aujourd'hui et encore plus demain à ce que la société a envie. Mais comme l'a dit Jérémy Camus, je pense qu'il faut aussi accepter que tout le monde n'a pas la même vitesse d'exécution et le même ressenti. Donc notre rôle, c'est effectivement d'accompagner cette mutation. On le fait à travers tout le travail sur les pratiques agricoles et on avance ensemble. Oui, peut-être dans la salle, on a des personnes qui ont des questions par rapport à ces questions de relocalisation. On a parlé au niveau de la métropole des objectifs de relocaliser une partie de la production qui est créée sur la métropole et qui sort. Vous, en tant que consommateur, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous pensez que chaque territoire doit être autonome sur le plan de son alimentation? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que certains ont des questions? Désolé, c'est juste pour une confirmation ou un élément supplémentaire. Récolter 27 producteurs, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu plus de précision sur le lieu des productions, d'où ils dépendent? Oui. Ou alors j'ai peut-être mal entendu tout à l'heure. Vous avez raison, je voulais le dire. Et puis voilà. Donc on est récolté et situé dans l'Isère vers Vienne, on va dire. C'est Saint-Prin exactement, mais bon, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Et nos producteurs sont au maximum 35 km. 30 km de la plateforme, voilà. Et on va dire, entre guillemets, on expédie nos produits à 80 km, maximum 80 km autour de la plateforme. Donc voilà. Donc essentiellement, voilà, il y a dans nos producteurs, c'est surtout déjà fruits et légumes qui est le plus, voilà. Et puis après, il y a même des œufs bio maintenant, il y a un petit peu de tout, voilà. Alors, une petite question, pas forcément liée à votre métier du quotidien, mais est-ce que vous croyez que l'agriculture urbaine est vraiment une solution à cette fameuse approvisionnement des villes? Parce qu'on voit plein d'initiatives, mais qui n'aboutissent pas assez de terres disponibles. Est-ce que c'est complètement utopique de produire des fruits et des légumes en ville? Est-ce qu'un maraîcher a envie de venir produire des fruits et légumes en ville? Est-ce que ça se passe nécessairement en dehors des villes? Qui souhaite répondre? Oui, je pense à vous adresser. C'est quoi la définition pour vous d'agriculture urbaine? J'ai juste une réflexion par rapport à ça. Ma conviction, elle est effectivement que c'est une partie de la solution, mais c'est une petite part de la solution. Après, ce matin, vous aviez des producteurs qui sont des maraîchers et des arboriculteurs autour de la Saint-Lyonnaise. Ils ne l'ont pas beaucoup dit ce matin, mais ils souffrent aussi d'une chose. Ils souffrent effectivement des fois des difficultés liées au climat, des difficultés, des fois aussi au niveau des prix, et puis aussi de l'environnement autour. Vous savez, le nombre de potagers, de maraîchers ou des arbres qui sont dépossédés de leurs fruits la nuit, ou même pour la nuit, d'ailleurs, même en plein jour, ou qu'on prenne effectivement leur exploitation pour une aire de jeu ou de passage. C'est compliqué en pays urbain. Il y a quelqu'un qui est traité un peu d'extraterrestre. Il faut avoir la volonté quand même pour
accepter ce qu'ils vivent aujourd'hui. Donc, bien sûr qu'on va se battre pour garder des gens autour des villes, mais il faut aussi accepter de penser que c'est compliqué. Donc, c'est un bout de la solution. Tout à l'heure, il a été dit, la question était de dire, est-ce qu'on peut imaginer d'approvisionner l'ensemble dans un territoire donné? Même si l'évolution climatique fait qu'on va vers un réchauffement, je ne pense pas qu'on aura des bananes tout de suite, ni des mandarines. Donc, il faut aussi convenir qu'on a besoin aussi d'autres productions dès lors qu'elles sont légitimes. En ce qui concerne l'agriculture urbaine, moi j'ai apporté 2 éléments de réponse. Un premier, c'est qu'est-ce qu'on dit agriculture urbaine? Dès le moment, peut-être qu'un agriculteur, même en dehors de la ville, fournit un tissu urbain, on pourrait dire qu'il fait de l'agriculture urbaine en termes d'approvisionnement. C'est une définition. Je pense que derrière l'imaginaire d'agriculture urbaine, on a surtout le hors-sol et toutes les surfaces non pleine terre qu'on peut optimiser, les toits, des cultures dans des containers, etc. Spécifiquement sur la métropole, aujourd'hui, il faut que vous ayez en tête un chiffre, c'est 40% de l'espace, de la superficie de la métropole, c'est de l'espace naturel et agricole. C'est pas la part Dieu n'est pas partout sur la métropole. On a encore un gros potentiel agricole sur la métropole. C'est 12 000 hectares de foncier agricole disponibles sur la métropole. Donc il y a déjà un gros boulot, c'est comment on optimise la pleine terre, quoi. Comment on fait de l'agriculture, alors urbaine parce qu'elle est encore dans la métropole. Donc ça serait un premier point. Comment on optimise déjà cette surface agricole. Après, il y a des initiatives qui ont un autre caractère en tissu urbain pur, qui ont une autre fonction qui n'est pas que la fonction nourricière, qui est la fonction pédagogique, fonction sociale. Et le bon exemple, en tout cas celui moi qui m'inspire beaucoup, c'est 8e Cèdre à Lyon 8e, 500 mètres carrés, c'est un maraîcher. Son modèle économique ne repose pas que sur sa vente, il repose aussi sur sa fonction sociale, sa fonction pédagogique vis-à-vis des habitants, en plein cœur d'un quartier, d'un bailleur social. Voilà. Mais c'est d'autres modèles économiques, ça. C'est pas un modèle d'économie, je dirais plus d'économie sociale et solidaire, avec d'autres fonctions liées à la fonction culture. Et en ce qui concerne l'optimisation de tous les espaces, on peut être dans un caractère innovant d'anticipation prospective en se disant un jour, effectivement, on va saturer, les terres agricoles seront plus disponibles, j'en sais rien, mais en tous les cas, la priorité du mandat à court terme, c'est déjà de bosser avec ceux qui sont déjà en pleine terre, quoi. Pour petite information, je disais tout à l'heure, on va aussi optimiser tous les espaces pleine terre existants sur la métropole, qui sont parfois des délaissés. C'est comment on les optimise, mais d'une autre façon. Ça peut être aussi une façon de, comme je disais tout à l'heure, jardin comestible, jardin partagé, qui répondent à d'autres envies de remettre les mains à la terre pour certains, d'une façon très amateur, mais en tous les cas qui permet d'avoir un lien encore avec l'alimentation un peu plus resserré qu'auparavant. Donc voilà, pour l'agriculture urbaine et les fermes urbaines, on peut avoir tellement de différentes conceptions autour de ça. J'espère que ça a été clair ce que j'ai essayé de vous exprimer, mais voilà. Puis il y a une chose importante aussi, il faudra des bras pour... parce que le problème, il est là, c'est que en 10 ans, on avait la moitié moins d'agriculteurs. Donc voilà, il faut aussi... Non, je ne sais pas ce que je viens de dire, monsieur. J'ai pas du tout dit ça. J'ai dit que la fonction d'agriculture en ville n'est pas du tout le caractère de produire pour mettre dans des circuits de distribution. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Donc je me suis mal fait comprendre. Alors. Oui, oui, j'ai bien compris ce qu'a dit monsieur. Il ne faut pas se tromper. C'est social, c'est du gadget, c'est de la pub pour les produits de qualité. Mais si on veut produire pour une cantine scolaire, c'est pas sur un toit qu'on le fait. Bon. Le vrai débat, c'est de garder des zones agricoles fertiles, accessibles. Voilà. Pour que ce soit qu'il y ait le moins d'intrants chimiques fertiles. Il y a des zones fertiles et il y a des cailloux, donc il ne faut pas cultiver sur des cailloux. Et puis accessibles, parce que ce n'est pas la peine, c'est plus rentable si ce n'est pas accessible. Une fois qu'on a ça, et garder ça. Je dis simplement qu'il faut rendre aux élus... leur pouvoir. À Saint-Prin, la mairie a travaillé beaucoup avec les chambres d'agriculture, etc., pour rendre toute une zone agricole protégée. Et là, les élus ont un rôle à jouer. Et ce sont des démarches administratives lourdes, parce que ça veut dire, cette zone-là est fertile, j'interdis le passage d'une route, parce que je sais que des agriculteurs pourront
s'installer, produire sans trop et être rentable. Et on pourra installer sur cette zone-là plusieurs agriculteurs en maraîchage qui pourront être rentables pour alimenter la ville voisine de Lyon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je crois que c'est dans ces logiques-là qu'il faut rentrer. Et quand il y a urgence climatique, en urgence agricole, c'est à 10-15 ans. Il ne faut pas s'affoler. Ceci étant, il ne faut pas mettre des maisons ou des routes à des endroits où on peut mettre des cultures de légumes. Voilà. Et ça c'est les élus qui ont des responsabilités dans le cas des PLU, et les citoyens aussi. Et là, il faut être vigilant. Et puis éviter les friches industrielles, les choses comme ça, à des endroits où ne devait pas être. On a encore une question. Oui. Juste pour préciser qu'on entame une modification PLU, et dans ce sens-là, on va redonner 60 hectares à l'agriculture dans quelques mois, qui étaient fléchés comme des territoires urbanisés. Donc on aurait perdu encore de la terre agricole si on gardait les documents d'urbanisme en l'état. Oui, bonjour. Merci pour ce temps qui était vachement enrichissant. Moi, j'avais une double question qui est liée. Là, on vient de dire, notamment sur les systèmes collectifs qui se mettent en place entre producteurs, on a dit ici que c'était un outil, mais c'est aussi finalement un nouveau modèle coopératif qui se met en place. Et du coup, ma question, c'est de se dire, finalement, est-ce que vous rencontrez des difficultés dans ce nouveau mode de coopération entre agriculteurs et clients, qui peut-être certains n'ont pas l'habitude de travailler avec d'autres agriculteurs, ou que peut-être certains ont envie de travailler plus en direct et le collectif, en fait, peut-être empêche cette relation directe, je ne sais pas, hein, c'est une question. Et savoir aussi, du coup, quels sont les leviers et les freins que vous avez vus à l'engagement dans ces collectifs-là. Est-ce que, par exemple, le frein de ne plus être en direct, ou en tout cas, certains qui ne soient plus en direct, peut être un frein, par exemple? Je ne sais pas si je suis clair dans ma question. Après, chaque agriculteur a sa façon de travailler, on va dire. Donc, vous avez des gens qui travailleront qu'en direct. Ils ne vont pas aller à récolter ou dans une plateforme X ou Y parce qu'ils veulent travailler en direct. Ils vont directement. Après, il y a ceux qui travaillent avec les GMS, tout ça, qui ont leur structure, qui sont bien structurés, tout ça. C'est pas notre petite plateforme qui ça les intéresse. Voilà. Et puis après, vous avez des personnes entre les deux. Par exemple, que j'en fais partie. Moi, je vendais qu'en direct. On a évolué. On est 3 associés. J'ai installé mon fils grâce à récolter, grâce à la restauration collective. Voilà, on a développé et on a vraiment développé et on investit énormément et voilà quoi. Donc on peut pas mettre tous les agriculteurs dans la restauration collective, c'est pas possible. Il faut vraiment chaque agriculteur a son modèle économique et l'essentiel c'est que les agriculteurs vivent de leur travail correctement et qui voilà c'est le b.a.-ba de tout. Après le reste voilà mais c'est sûr que voilà on peut pas mettre tout le monde dans le même sac, c'est pas possible. Oui, on dit aussi de récolter, on dit aux producteurs de diversifier les marchés. C'est-à-dire que de nombreux producteurs alimentent aussi les magasins de producteurs, peuvent aussi faire des marchés du direct, y compris des producteurs de récolter. On a toujours dit pour les producteurs, jamais un seul marché. Voilà, ça, parce que c'est dangereux. Et les producteurs, ils le disent eux-mêmes. Quand on n'a qu'un seul marché, à un moment, on est pris à la gorge sur le prix. Donc il faut pouvoir sortir d'un client. Et on a un peu l'ambition là de choisir les clients. C'est un peu terrible à dire. Mais peut-être que le producteur a choisi le client. Je réponds à votre question. Tout s'apprend. Et les producteurs, par échange, justement, on apprend en marchant. C'est en faisant des réunions. Et là, les chambres d'agriculture, quand le projet a été lancé, ont joué un rôle très très important en réunissant les producteurs. Et c'est par une succession de réunions que les producteurs se rapprochent. Denis ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il y a un prix unique, quel que soit le producteur. Un prix unique, quel que soit le type de client. Il n'y a pas de copinage. Alors ce sont les producteurs qui se mettent d'accord sur le prix. La contrepartie, c'est une qualité constante et unique pour récolter. Ouais, il y a quand même des contreparties. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est aussi... moi, je suis associatif, là. Je ne suis pas commercial. Mais l'association, c'est aussi un projet culturel et éducatif. Parce que l'idée, c'est d'alimenter aussi des crèches
où il n'y a pas de bénéfices, aussi des écoles où il y a peu de bénéfices, des collèges où ça commence à devenir rentable, des lycées ou des grosses structures. C'est-à-dire que c'est un ensemble de clients qui assurent finalement le volume. Parce qu'il y a aussi d'autres difficultés, c'est la variation dans le temps avec le temps scolaire. Parce que les productions se font l'été. Donc il y a diversification des clients aussi, il faut tout faire à la fois. Parce qu'il faut des restaurants, maintenant on essaie de travailler avec des EHPAD, on commence à y arriver. Parce que les EHPAD, voilà, je me tais, monsieur. Juste pour conclure, Jérémy Camus, imaginons que nous nous retrouvions dans 5 ans. Quel chiffre vous souhaiteriez pouvoir nous annoncer concernant l'autonomie alimentaire de la métropole? C'est trop public. Après, vous allez repasser la bande dans 5 ans et puis vous allez me dire, vous n'êtes pas arrivé. Non, c'est un souhait. Je parle de souhait. On n'a plus le temps en plus. Juste, voilà, les grands chiffres sur lesquels on va poser des indicateurs, on est en train de bosser sur des indicateurs d'impact. Peut-être les 2 plus importants, c'est le nombre de la surface agricole qui va devenir nourricière. Et puis l'autre indicateur important, c'est ce chiffre de nombre de nouveaux paysans sur la métropole, et en tout cas ceux qu'on aura gardés aussi, avec l'enjeu que vous évoquiez, Monsieur Bazin, au tout début, de toutes ces personnes qui vont partir à la retraite. 62% des paysans aujourd'hui sur la métropole ont plus de 50 ans. Donc il y a un vrai enjeu de trouver des vocations, voilà, exactement. Et pour rejoindre effectivement la remarque de monsieur, c'est un vrai métier. Et c'est un métier qui a des débouchés. Et c'est là où aussi on a un boulot de dingue à faire, c'est que ce métier soit attractif, parce que c'est aussi important pour la collectivité, parce que ce sont des emplois non délocalisables ici, quand on met des paysans sur le territoire. Donc voilà, donc il y a un enjeu. Et je ne vous donne pas de chiffres, parce que sinon vous allez me piéger. Ce n'était pas du tout un piège, mais j'entends bien votre réponse. Merci beaucoup à tous pour ces interventions. Merci pour votre participation également.